Bonjour Vincent. Bonjour Je suis Bernard. heureux de te revoir à cette occasion. On va parler donc Moi aussi, je suis heureux de te revoir. On va donc parler de la mort et de la médecine, hein. Bon, c'est un sujet qui a été souvent réactivé ces temps, mais du point de vue historique, c'est intéressant parce qu'actuellement, bon, c'est vrai que souvent, par exemple dans les débats sur la fin de vie, on entend dire que quand un patient meurt, le médecin prend ça comme un échec, personnel ou pas, échec de la médecine en tout cas. Donc manifestement, la médecine et la mort ont un lien presque consubstantiel. Il me semble en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Et puis, est-ce que c'est comme ça depuis tout le temps ou est-ce que c'est quelque chose qui est situé historiquement? Oui, je pense qu'il y a un lien consubstantiel entre la mort et la médecine, en tout cas depuis qu'on peut retracer dans des origines un peu mythiques, c'est-à-dire Hippocrate, c'est une sorte de mythe de la médecine, mais qui a quand même un substrat historique, à savoir un certain nombre d'écrits, qui sont les premiers écrits savants de la médecine occidentale, du moins. Il y a d'autres systèmes de médecine qui ont probablement d'autres rapports avec la mort aussi. Je pense au système chinois, qui a certainement des choses tout à fait intéressantes à nous dire aussi, mais encore faut-il l'étudier à fond. Mais pour ce qui concerne la médecine occidentale, c'est certain qu'on a un premier corpus de textes, on appelle le corpus hippocratique, dans lequel, qui date donc entre 500 et 100 avant Jésus-Christ, c'est la première trace substantielle d'écrits savants et philosophiques et techniques aussi sur la médecine. Donc on peut considérer ça comme une sorte de point de départ. Il y en a peut-être d'autres antérieures aussi, mais celle-ci écrite et savante et transmissible. Eh bien, c'est sûr que dans ce corpus-là, il y a d'innombrables réflexions, accointances, je dirais, avec la mort, avec des positions parfois ambivalentes d'un auteur à l'autre. Le corpus hippocratique, c'est 60 auteurs, qui ne sont donc pas représentatifs non plus d'un seul courant ou de plusieurs. On n'en sait que trop rien. En tout cas, on sait qu'il y a une multitude de médecines qui naissent à ce moment-là, mais qui sont plus ou moins coagulées autour de ce corpus et toutes, en tout cas, ont quelque chose à dire à propos de la mort. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser que la médecine, comme art et technique qui naît dans la civilisation occidentale à cette époque-là, est fondée sur une infection, une confrontation à la mort. Mais quelle qu'elle soit, ouais. cette confrontation. Justement, cette mort, la mort, elle est perçue comme un ennemi ou comme quelque chose qu'il faut apprivoiser? Elle est omniprésente, je le disais, bon, pas omniprésente, c'est-à-dire qu'on la trouve très régulièrement. C'est à la fois quelque chose qui fait partie de ce à quoi le médecin doit se confronter, alors avec des positions ambivalentes. Il y a par exemple la nécessité, dans certains écrits de ce corpus, de connaître très précisément les signes de la mort. Il y a encore aujourd'hui, et je dis ça parce que ça nous relie à une très longue histoire, il y a encore dans la médecine contemporaine un signe qu'on appelle le faciès hippocratique, que le médecin doit reconnaître. Et si on l'appelle faciès hippocratique, c'est parce que la transmission a été d'un petit bout d'un écrit du corpus hippocratique où on décrit précisément les signes de la mort. Comment reconnaître quelqu'un qui est entré dans l'agonie? Les tempes caves, le nez effilé. Si tu reconnais tous ces signes, dit l'écrit, eh bien sache que le patient va mourir. Donc une nécessité pour le médecin, inscrite dans cet écrit, de définir, de connaître la mort, pour savoir ce qu'il en est. Et d'innombrables endroits de description de mort. Tel ou tel a tel ou tel signe, la fièvre. Quand la fièvre dure si longtemps, la mort est certaine, la mort va arriver dans 4 jours. Donc l'importance du pronostic, et le pronostic, c'est évidemment celui non seulement de recouvrer la santé, mais de ne pas mourir, ou éventuellement de mourir. Alors ça, c'est une position possible qui, toutefois, cohabite avec d'autres positions, comme celle qui consiste à dire le médecin, devant la mort, n'a plus rien à faire. Et il y a même des écrits qui nous choquent parfois. Le médecin, au fond, doit délaisser, dès qu'il sent qu'il y a de la mort qui arrive, il n'a qu'à faire ses bagages, dégager, comme on dit aujourd'hui dans certains pays. Et donc, ça signifie qu'il y a toutes sortes de positions éthico-morales prescrites aux médecins face à la mort. Alors, ce que je retiendrai, moi, c'est que ça crée une tradition qui, évidemment, cette tradition-là sera reprise, commentée et utilisable par toutes les philosophies de tout poil possible, pro, anti, avec, sans, etc. Et toujours est-il que cette question de la mort va travailler la médecine en profondeur depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, impossible, au fond, de donner une réponse unilatérale et univoque à une question comme qu'est-ce que le médecin face à la mort dans l'Antiquité? C'est juste. Alors, une question aussi que je me posais, c'est que bon, l'Antiquité a une religion polythéiste avec une conception de la vie après la mort qui peut être variable, mais arrivé le christianisme et les religions monothéistes,
avec toute une eschatologie et une vie après la mort fort décrite, même y compris dans les œuvres d'art. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'exercice de la médecine? Je dirais que c'est une variation, une façon de broder sur ces thèmes anciens qui sont, à mon avis, des sortes de constantes anthropologiques. C'est difficile d'imaginer l'humanité, l'être homme, quelle que soit l'origine géographique, depuis quelques milliers d'années, et finalement ce qu'on peut savoir de la préhistoire, ce qu'on appelle autrefois encore la préhistoire, les temps très anciens de l'humanité, n'ait pas été confronté à la mort et n'ait pas suscité chez l'humain une réflexion. À tel point que certains prétendent encore aujourd'hui que ce qui caractérise l'humain par rapport aux animaux, c'est que l'humain sait qu'il va mourir. Donc voilà. Donc le christianisme, par rapport à cette tradition grecque dont il vient et dont viennent également les écrits médicaux auxquels j'ai fait allusion, c'est une variation potentielle. Mais je dirais qu'il introduira dans le long terme quelque chose comme une sorte de spécialisation pour ces médecins de l'âme, en quelque sorte, que sont le clergé, la religion, les prêtres, et les médecins du corps, que sont les médecins somatiques, on va dire. Alors, cette distinction n'est pas aussi rigoureuse, parce que les médecins du corps sont également amenés à s'occuper des troubles de l'âme, mais disons, il y a une sorte de partition qui se fait et qui s'articule plus ou moins conflictuellement ou plus ou moins harmonieusement entre l'Église d'une part, les médecins de l'âme et du salut, et les médecins du corps et les médecins de la salud, c'est-à-dire la santé. Donc quelque chose qui est un équilibre entre quelque chose qui effectivement, que la religion chrétienne inscrit dans son programme, si j'ose dire, cette façon de parler un peu triviale pour des choses aussi sérieuses que cela, et au fond, chacun ayant son cahier des tâches dans ce vaste programme, les médecins confrontés à la mort, mais laissant la question de la mort à d'autres, au fond, à des professionnels que seraient les prêtres. Là, de nouveau, je simplifie exagérément un propos beaucoup plus complexe, parce que tout ceci ne s'est pas passé harmonieusement tout le long, avec, jusqu'à nos jours, à mon avis, des conflits potentiels entre qui doit s'occuper et qu'est-ce qu'on a à faire avec la mort. La même chose, vraiment symétriquement, avec les débuts de la vie, d'ailleurs, où la question de quand commence la vie, qu'est-ce que la vie, est à la fois une question qui concerne directement le médecin, mais auquel notre culture accorde un certain registre d'action différent de celui qui est accordé aux prêtres, aux tenants, disons, aux représentants de Dieu sur terre, les prêtres. C'était la question de l'animation. À quel moment le fœtus devient-il vraiment humain? 40 jours, Saint-Augustin, c'était à la naissance. Basile de Césarée lors de la fécondation, etc. Donc effectivement, toutes les positions ont été soutenues. C'est effectivement intéressant. Mais bon, tu nous dis que, et je suis d'accord avec toi, que être confronté à la mort, c'est une constance anthropologique. Mais ce qui me frappe aussi maintenant, c'est qu'en tout cas, on entend souvent dire, et je pense que c'est assez vrai, qu'on a tendance à cacher la mort, à mettre la mort de côté. On ne confronte plus les enfants avec des personnes mortes dans la famille, alors que les gens vivent de plus en plus longtemps, donc pourraient rencontrer peut-être de plus en plus de personnes en train de décéder. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est situé historiquement ou... Alors là, les débats au sein des historiens de la vie et de la mort, il y a des historiens qui se spécialisent dans la mort. C'est une chose curieuse, les historiens sont vraiment des gens tout à fait étranges. Donc les historiens de la mort n'ont pas de théorie très claire à ce sujet. Il y a un débat, en tout cas, possible. Certains disent, dans une mouvance qui est peut-être déjà un peu datée, à mon avis, les travaux récents de l'histoire ont peut-être remis ça en question, le fait qu'il y a eu une période, à l'âge moderne ou peu après, où la mort a en quelque sorte été escamotée. Ça a été largement repris dans les années 60-70, ici en Suisse, à Genève. Jean Ziegler, par exemple, un sociologue, avait beaucoup capitalisé là-dessus. Si j'ose dire, à propos de Ziegler. Mais c'est un peu repris, c'est-à-dire comme s'il y avait eu une période à laquelle notre postmodernité, justement, était à nouveau confrontée, une période pendant laquelle la mort avait été escamotée, gardée sous silence, plus personne n'étant confronté. Je crois qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas aussi net que cela, et que la mort a pris d'autres, enfin la confrontation à la mort a pris d'autres chemins, mais pas nécessairement celui d'un escamotage qui fait qu'aujourd'hui on redécouvrirait, on serait de nouveau confronté
à ces questions-là. Donc je pense que la question est beaucoup plus complexe et culturellement encore débattue aujourd'hui. Du point de vue de la médecine, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en tout cas ce qu'on peut observer dans les 20 ou 30 dernières années, c'est une préoccupation renouvelée, mais ça ne signifie pas qu'avant il n'y en avait pas, face à la question de la mort et posée en nouveaux termes à travers des nouvelles questions, comme justement la prolongation de la vie, les possibilités de transhumanisme, enfin ces théories, ces courants qui finalement maintenant deviennent, sinon prépondérants, en tout cas tiennent le haut du pavé ou sont au devant de la scène, qui font que la question du rapport du médecin à la mort se repose en termes différents. On a beaucoup dit l'hôpital était l'endroit où on cachait la mort, les cadavres passaient par le souterrain pour arriver en pathologie. Et tout. Je pense que là, il y a un petit peu de romantisme postmoderne aujourd'hui qui nous fait lire l'histoire ancienne comme cela. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la question se repose en nouveaux termes. C'est sûr, parce qu'on pourrait dire le transhumanisme avec cette idée, il faudrait voir ce qu'elle veut dire exactement, que l'être humain devient immortel, c'est une façon d'escamoter la mort aussi d'une certaine manière. On peut aussi penser que c'est justement le transhumanisme est une résurgence de l'angoisse face à la mort et de la volonté de la médecine de surmonter la mort. Oui. Ouais. Mais il reste qu'on vit quand même de plus en plus longtemps. Et est-ce que ça change notre rapport à la mort, penses-tu? Je pense qu'au niveau social, c'est une... Je ne veux pas trop parler de tournant, parce que le propre du contemporain, c'est de penser qu'il vit un tournant par rapport au passé, et on s'aperçoit 30 ans après que ce tournant-là, il est un peu fondu dans la masse. Mais c'est certain que fin du XXe et début du XXIe siècle, je parle vraiment en historien en essayant de poser des dates, l'augmentation par des effets démographiques, politiques et simplement de constat qu'effectivement la moyenne d'âge ayant augmenté quand même dramatiquement au sens vraiment presque théâtral du terme ces 60 ou 80 dernières années, fait que cette question se pose de toute façon différemment que ce qu'elle a pu se poser pour les médecins en 1900 par exemple. Un médecin confronté à une moyenne d'âge de c'est pas 50 ans de vie, qui est à peu près le cas au 19e siècle ou au début du 20e siècle, ça dépend un peu des régions d'Europe, et aujourd'hui 30 ou 40 ans de plus, ça ne peut que changer massivement la question de la mort au sein de l'exercice de la médecine, et là je parle vraiment pour les médecins. Oui, mais même pour l'individu, on pourrait se dire, parce que dans le fond, pendant longtemps, la question de savoir quand on allait mourir, enfin bon, on pouvait se la poser à soi, mais j'entends, on était passif vis-à-vis de cette question, sauf les gens qui se suicidaient pour toutes sortes de raisons. Mais maintenant, on vit très très longtemps, souvent quand même avec des pathologies qui deviennent un peu lourdes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement d'une sorte de... Alors, est-ce qu'on est obligé de continuer à vivre? Est-ce qu'il y a une pression, une sorte de devoir de rester en vie, ou au contraire un devoir de savoir quand mettre fin à ses jours? Alors, bien sûr, ça c'est une question fondamentale. De mon point de vue, j'essaierai de poser la question, puisque je suis historien de la médecine, qu'est-ce que la médecine a fait dans ce concert-là, parfois discordant d'ailleurs, et on s'aperçoit là encore une fois que la médecine est confrontée, est à la fois l'agent et peut-être aussi l'instrument de ces différents changements, ou de ces métamorphoses, en tout cas de ce débat global, culturel et social et même politique autour de la mort. On le voit avec l'importance de la médecine et des médecins. Je pense qu'il faut toujours pas seulement parler de la médecine, il faut parler des médecins, c'est des gens, c'est des groupes, c'est des intérêts, c'est des acteurs, c'est pas juste une entité comme ça la médecine. Eh bien, on voit leur implication à ces différentes personnes à différents niveaux, avec parfois des pour et des contre, par exemple dans le débat sur le suicide assisté, qui est, à mon avis, une chose tout à fait passionnante et peut encore penser, encore aujourd'hui, même en termes philosophiques, qu'est-ce qu'au fond que la médecine a à faire dans la question du suicide assisté? Comment se fait-il qu'un médecin soit là à côté d'un patient? Alors, ce n'est pas tous les médecins, ce n'est pas toute la médecine, c'est certains médecins. Qu'est-ce qu'ils ont à faire à côté du patient? Faut-il l'appeler patient? Quand je dis patient, j'ai déjà l'idée que la médecine est la spécialiste de la mort, ce qu'a priori... En tout cas, de celui qui souffre. De celui qui souffre, voilà, est à côté et lui tend la potion magique. C'est une question qui a été largement débattue, qui maintenant, dans certains pays, est acceptée, en Suisse, dans d'autres endroits. Enfin, voilà, les choses sont, du point de vue juridique, clarifiées de ce point de vue-là. Mais la question de la présence d'un médecin à cet endroit-là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça implique aussi du point de vue de la médecine? Ça, c'est une question qu'il faudrait, je trouve, pour les médecins, pour
les facultés de médecine et pour la question de la médecine dans la présente société reposer. Non pas pour apporter un jugement moral, pour se dire, tiens, voilà une façon contemporaine d'avoir un rapport complexe avec la mort. Et l'histoire ne nous apprend pas, on sait bien que du temps d'Hippocrate, justement le fameux serment d'Hippocrate, je reviens à l'Antiquité, prescrivait justement tu ne remettras à personne un breuvage mortel, dit textuellement le serment d'Hippocrate. Il ne faut pas dire le serment d'Hippocrate disait que non, donc interdiction du médecin, etc. Enfin, il ne faut pas être aussi carré que cela, mais montrer à quel point les choses sont complexes. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est une complexité d'ailleurs qui est aussi sociale, puisque actuellement, en tout cas en Suisse, le médicament, la substance qui permet de passer de vie à trépas, est un médicament qui doit être prescrit par un médecin. Donc il y a une sorte, certains diront une mainmise de nouveau de la médecine sur la mort. Hein. En tout cas, il y a un réglage social qui est nécessaire. Mais je te remercie, Vincent, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, Bernard. Bonjour Vincent, je suis content de te revoir à l'occasion de ces entretiens. On va parler aujourd'hui de la mort et de l'immortalité. Bon, c'est un sujet un peu grave, mais somme toute, c'est un sujet, dans le fond, de tout temps et qui, lors de la pandémie notamment, évidemment, a pu largement être repensé, je ne dirais pas, mais en tout cas réévoqué. Alors, bon, pour la médecine, en général, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, c'est que mourir est un échec. Parce que lorsqu'un de ces patients décède, le médecin pense, peut-être, en tout cas, ou d'autres peuvent penser, qu'il n'a pas réussi à le maintenir en vie. Mais en fait, même si le médecin avait réussi, on peut se dire, ça aurait été que partie remise. Puisque la mort, c'est une sorte de notre horizon. Les êtres humains sont tous mortels, c'est une banalité, je veux dire, qu'on dit depuis longtemps. Et par exemple, Jean-Paul Sartre, le philosophe français, considérait que la mort est un ingrédient constitutif de la condition humaine. Et bien avant lui, on se rappelle tous Montaigne, qui affirmait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et il précisait, et c'est ça qui est intéressant, je le cite, « Le but de notre carrière, c'est la mort. C'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comment est-il possible d'aller un pas en avant sans fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement? Les jeunes et les vieux laissent la vie de même condition. Nul n'en sort autrement que comme si tout présentement il y entrait. » Alors, c'est assez intéressant parce que Montaigne souligne tout de suite que ce qui importe, c'est peut-être notre attitude vis-à-vis de la mort, notre attitude vis-à-vis peut-être de ce qui est après, etc. Mais manifestement, il y a une condition indépassable et en définitive peut-être tragique. Bon, mais dans le fond, on pourrait se demander si actuellement la médecine n'est pas un peu en train de changer la donne et que ce qui était vécu comme naturel était en train de devenir réellement la marque d'un échec. C'est par exemple ce que pensent certains auteurs que tu connais bien, comme Aubrey de Grey et ses collègues, les transhumanistes, qui proposent à l'humanité un nouveau but, pas seulement vaincre les maladies, mais vaincre la mort. Alors, si cela réussissait, si cela advenait, est-ce que ceux qui refuseraient de suivre les recettes transhumanistes commettraient une faute morale ? C'est une question qu'on peut se poser, dans le fond. De la même manière qu'on a longtemps pensé que les personnes qui se suicidaient, qui refusaient des traitements, commettaient une faute morale. Ouais. Alors, bon, on parle de l'immortalité qui pourrait, dans le fond, être notre futur projet, mais toi qui connais bien le transhumanisme, qu'est-ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'on peut entendre plus généralement par immortalité? Ouais. En tout cas, tu as vraiment bien cerné le contexte. Je pense que dans ton introduction, là, je te rejoins sur tous les points. Et en effet, le mouvement transhumaniste, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est né au milieu du XXe siècle. C'est Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, qui a inventé ce terme de transhumaniste. Et son idée, en fait, c'est de considérer l'être humain comme une espèce de pis-aller de l'évolution, une espèce de machin qui fonctionne à peu près. Et grâce à la raison, en fait, il s'inscrit vraiment dans la continuité des Lumières, genre le terme de Descartes, par rapport à la raison que nous aurions comme machine biologique raisonnable et raisonnée. Eh bien, on devrait utiliser cette raison-là pour faire tout ce qu'on peut pour augmenter notre durée de vie, et puis en fait augmenter tout, quoi, augmenter la force, augmenter la mémoire, augmenter nos relations, diminuer la timidité, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser tout ce qu'on peut par le raisonnement pour augmenter des trucs, sans limite, aucune limite. Donc, et pour certains auteurs, le saint graal de ce qu'on appelle l'amélioration technologique de l'être humain, et puis du transhumanisme, qui est ce mouvement de pensée donc,
initié par Huxley dans les années 60 et qui pense en fait que l'humain il est un peu mal foutu et ils appellent ça le enhance evolution, il faut augmenter son évolution. Eh bien, le Saint Graal, c'est l'immortalité. L'immortalité, c'est un peu un délire, parce que, comme tu l'as dit, en fait, c'est une banalité comme tu l'as dit, mais un être biologique n'a d'autre destinée que celle de mourir. C'est comme ça. À partir du moment où on commence à parler d'immortalité, on parle de quoi? Eh bien, quand on parle d'immortalité, pour un transhumanisme, c'est vivre pour toujours. Alors, il y a des projets qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui, et notamment en Russie, depuis 2012, l'initiative 2045, qui a été lancée par Dmitri Itskov, un milliardaire. Il s'est entouré de pas mal de scientifiques, pas mal de philosophes aussi, pas mal de personnalités richissimes qui financent ce projet. Et son objectif, c'est de mettre au point une plateforme informatique sur laquelle on pourrait coder, ou plutôt charger le code de ton cerveau, du fonctionnement de ton cerveau. Et à partir de cette machine, on pense en fait que va émerger une conscience, parce que le code de ton cerveau ferait émerger une conscience. Et à partir de cette conscience informatisée, on pourrait prendre le contrôle d'un avatar qui va fonctionner dans la vie de tous les jours. Alors là, avec ce projet-là, c'est vraiment une forme d'immortalité. Alors, il faut espérer qu'il n'y a pas de bug et puis qu'il y ait des updates qui soient faits, qui soient fonctionnels. Mais là, on tombe pas forcément sur une immortalité complète et totale, mais vraiment sur l'idée que nous sommes avant tout des pensées, nous sommes avant tout quelque chose de réflexif, que notre conscience serait notre identité totale et propre, et c'est nier complètement le corps qui participe aussi à cette conscience. Antonio Damasio a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce genre de questions-là, où le corps participe complètement et pleinement à la conscience de soi. Donc la question de savoir si on va être nous-mêmes, si je te télécharge ton cerveau dans une machine, est-ce que ça sera toi ou pas, ça on ne sait pas. Mais ça c'est un projet véritablement d'immortalité, encore une fois en espérant que les modèles informatiques qu'on utilise et le hardware fonctionnent. Ça, mais il y a un côté paradoxal parce que bon, si on pousse l'histoire un peu plus loin, si je suis un programme, si je suis entièrement téléchargeable, dans le fond, si mon esprit est numérique, on pourrait faire des copies de moi-même à l'infini qui auront leurs propres bugs. Enfin, ça ouvre des perspectives, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce que c'est cette immortalité que nous recherchons, tu penses? En fait, je ne crois pas. Justement, ça, c'est un projet dont j'ai parlé parce que tu parlais de transhumanisme, donc je me suis dit, tiens, je vais virer un peu sur le transhumanisme. En fait, il y a d'autres projets, notamment lancés par la compagnie Calico, qui est une sous-compagnie de Google. Ils sont dans le même genre d'idée qu'Aubrey de Grey, dont tu parlais tout à l'heure, qui a lancé la Sense Foundation il y a une quinzaine d'années. Leur idée, pour eux, c'est plutôt d'agir sur la biologie. Et puis, ils sont assez réalistes. Quand on parle, enfin, j'ai jamais parlé avec Aubrey de Grey, mais quand on écoute un petit peu ses discours, lorsqu'il est question d'immortalité, en fait, il est question de prolonger la vie, surtout très longtemps. Alors, aujourd'hui, on sait qu'on vit à peu près jusqu'à 120 ans. Jeanne Calment, qui est la doyenne de l'humanité, elle a atteint à peu près 120 ou 123 ans, je ne me rappelle pas très bien. Mais on pense en fait que au niveau espèce spécifique, nous sommes des Homo sapiens, une espèce humaine, eh ben on peut aller au maximum jusqu'à 120 ans. C'est ce qu'on a pu observer. La majorité d'entre nous, si tout va bien, si on passe l'enfance, si on n'a pas trop d'accidents, pas trop de maladies, on vit 80, 85, 90 ans. Les centenaires sont de plus en plus nombreux. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver au moins jusqu'à 120 ans. Alors ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a tout un mouvement, en fait, contemporain dans plein d'endroits dans le monde, notamment aux États-Unis, qui essaye de faire ce qu'on appelle un vieillissement en santé avec une compression de la morbidité. Donc l'idée, c'est de pas tomber malade de toute sa vie. Oui, parce que c'est ça l'important. Vivre 120 ans dans un état en étant aveugle et sourd, aucun sens, exactement. Eric Jung, justement, il disait, en fait, c'est une forme d'échec de la médecine. Parce que si on permet aux gens de vivre longtemps, mais dans des conditions lamentables, c'est un échec de la médecine véritable, encore peut-être pire que la mort dont tu parlais tout à l'heure. Donc en fait, l'idée, c'est véritablement, j'appelle ça moi, dans mon langage à moi, les santéistes, l'idée, c'est de proposer des interventions sur la biologie et le fonctionnement biologique qui permettraient de ralentir le vieillissement, ou du moins de le rendre négligeable en termes d'impact, de façon à ce que les personnes vivent le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, et faire ce qu'on appelle une compression de la morbidité, c'est-à-dire en fait que tu développerais toutes tes maladies 1 ou 2 ans avant la fin. Alors voilà un peu le délire dans lequel, enfin c'est pas un délire parce qu'en fait ils y sont vraiment, ils y croient vraiment. Donc ça c'est un peu Aubrey de Grey, mais lui il dit, et Calico disparaît, ils disent en fait ouais mais si on arrive à intervenir sur le vieillissement, puis qu'on arrive à vivre 120 ans, ça veut dire qu'on a vécu de 90 à 120 ans, c'est 30 ans de plus. Bah, pendant ces 30 ans, on fera des progrès qui nous permettront peut-être de pousser encore 30 ans. On arrivera à 150 ans. Et puis pendant ces 30 ans,
Et il parle en fait de vitesse d'échappement de la longévité, où l'idée c'est qu'en fait on va prolonger jusqu'au maximum, mais le temps qui nous est imparti là, eh ben, en fait on l'utilise pour continuer. Un peu comme l'antilope, quand elle voit le lion arriver, elle sprint, elle s'arrête, il revient, elle re-sprint, puis en fait on essaie toujours de s'éloigner de l'instant fatal. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt vivre maintenant, quand on lit un peu ce qu'il raconte, c'est vivre 500, 600, 700, 1000 ans. C'est toujours pas de l'immortalité, mais l'idée, c'est vraiment de prolonger la durée de vie. Bon, d'une certaine manière, on a déjà gagné environ 30 ans de vie pendant le XXe siècle, hein, en bonne partie sans doute en limitant la mortalité infantile. Hein. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a de plus en plus de centenaires. Alors, ils ne sont pas toujours on est quand même en meilleure santé. Hein, je veux dire, au XIXe siècle, à mon âge, on était un vieillard rigotant. Sans dents. Voilà, sans dents. Mais l'enfant, on peut se demander, bon, ok, ils vivent plus longtemps, mais pour aller où? Pourquoi? Parce que, est-ce que ça ne pose pas quelque part la question, à quoi bon vivre? Enfin, vivre pourquoi plutôt que... Très intéressant ce que tu dis là. Francis Fukuyama, c'est un des grands critiques du transhumanisme aux États-Unis dans les années 2000, début 2000, il avait écrit un livre qui s'appelle « Sauf erreur, la fin de l'humanité » ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas le titre par cœur. Et lui, il dit ça, il dit en fait, le problème, c'est que si on permet aux gens de vivre plus longtemps, imaginons que Michel Serres soit encore en vie aujourd'hui, eh ben on a quelque part un devoir de respect des gens vivants. Et donc, comme on a un devoir de respect des gens vivants, on a tendance, tant qu'ils sont vivants, à adhérer à leurs idées, à dire « ouais, c'est vrai, ça, c'est juste ». Et on n'ose pas forcément proposer de nouvelles idées parce qu'ils ont une forme d'autorité intellectuelle qui fait que mon idée, elle a de la peine à émerger. Et donc, le premier problème dont Fukuyama parle, c'est que justement, ça empêcherait de nouvelles idées d'arriver. Autrement dit, ces nouveaux vieux, ces nouveaux immortels, en fait, ils empêcheraient de faire changer la société. Ils empêcheraient les progrès dans la société. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, c'est qu'est-ce qu'on ferait? En fait, quand j'ai discuté de ça avec un chercheur quand j'étais au Canada, puis il me disait, bon, j'ai déjà de la peine à être avec ma femme pendant 40 ans, alors t'imagines à l'immortalité. Et en fait, Francis Fukuyama aussi disait qu'on a plusieurs personnalités en nous, et ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, on a peut-être plein d'envies. Moi, j'aimerais bien peut-être, je sais pas, devenir champion de tennis. Bah, si je suis en forme, je peux me dire, bah, maintenant, j'accorde du temps à ma carrière académique, et puis dans 20 ans, 30 ans, bah, je commence une carrière de tennisman. Pourquoi pas? Donc en fait, l'idée, ce serait peut-être d'avoir plusieurs carrières, mais si on fait ça 1000 ans, est-ce qu'on va avoir... Voilà, moi j'ai des projets là pour peut-être 200-300 ans, mais après, qu'est-ce qu'on fera? Et en effet, ce temps, cette occupation dont tu parles, elle est très, quelque part, matérialiste, enfin plutôt matérielle, c'est-à-dire en fait que j'ai envie d'avoir une réalisation personnelle, de jouer au tennis, ou d'avoir une carrière académique, c'est-à-dire en fait souvent basée sur des attentes sociales qui ne sont pas forcément les miennes. Et en fait, si en plus on n'a pas ce renouvellement, les attentes sociales seront un peu figées, et une fois qu'on aura fait tout ce qui est attendu de nous, et puis qu'on aura été fort dans tout, ben on fait quoi? Et là, je pense que la question de la finitude, elle est fondamentale, dans le sens où il y a pas mal de grands penseurs spirituels qui disent en fait, toute crise spirituelle vient d'une angoisse fondamentale qui est celle de la mort. C'est-à-dire en fait que tu ne peux pas progresser spirituellement, tu ne peux pas essayer de comprendre et de sentir la transcendance, ou ce que serait la transcendance, si tu n'as pas vécu une fois dans ta vie une pulsion de mort, c'est-à-dire la possibilité de disparaître. Ça peut être dans le regard des gens, par exemple, une personne qui est en train de mourir et tu assistes à cette scène-là, ça peut réveiller en toi une peur de la mort, te rendre angoissé. C'est Grumman qui dit ça, en fait, on a tous une peur fondamentale en nous de mort très profonde, et on a plein de stratégies culturelles et de croyances partagées qui la maintiennent tranquillement en nous, sinon on ne pourrait pas fonctionner, tout le monde aurait peur. Et donc en fait, dès qu'on est face à la mort, hop, ça nous ramène ce truc-là. Inversement, tu pourrais toi-même te retrouver dans une situation mortelle, et cette situation-là fait en réalité, enfin, te donne accès à cette terreur qui est en toi, et cette terreur en toi, elle est angoissante bien sûr, mais en même temps, elle est source de réflexion sur ta condition de mortel. C'est-à-dire en fait, si je suis mortel, alors je ne vais pas aimer pareil ma femme, mes chats, ou je ne vais pas avoir la même amitié avec toi, parce que je sais que si je suis mortel toi aussi, on se voit demain, on ne se voit pas. Alors qu'en fait, si tu veux, il y a toute une partie de la réalisation d'un être humain qui passe par l'amour, par l'idée en fait qu'on a des choses à partager ensemble. Et
là, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain-là parce que là, on commence à rentrer dans des formes de schémas spirituels et c'est pas forcément le thème de la discussion. Mais je pense qu'en fait, voilà, si on devient immortel et puis que la possibilité de mourir n'existe plus, alors on pourrait imaginer qu'il y a la possibilité du handicap, mais enlevons-le aussi, ok ? Et on pourrait imaginer en fait qu'à partir de là, en fait, qu'est-ce qu'on ferait et qu'est-ce qui donnerait du sens à notre vie ? Et je pense qu'une fois qu'on aurait réalisé tout ce qui est attendu de nous, là, on commencerait à s'ennuyer un petit peu. Donc ça poserait un problème existentiel pour nous. Hein. Moi, je pense. Mais on dit aussi que ça posera un problème social dans la mesure où on pourra plus faire d'enfants d'une certaine manière si on vit extrêmement longtemps. Hein. Ouais. Et puis, justement, ça m'a rappelé ce que disait une des intervenantes précédentes, et on terminera peut-être par là pour savoir ce que tu en penses. Qui disait que pendant la pandémie, on n'avait pas assez écouté les jeunes et leurs aspirations et qu'eux avaient été, dans le fond, des victimes un peu de cette pandémie. Et parmi leurs préoccupations, c'était pas le Covid qui était le plus important, c'était la crise climatique. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre, on vient de discuter pendant un bon quart d'heure de l'immortalité, de vivre longtemps, alors qu'on pourrait dire, on peut penser que dans le fond, l'avenir du genre humain n'a jamais été aussi incertain. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de schizophrénie comme ça de l'être humain, ou de nous en tout cas, lorsque nous parlons de ça? Ouais, non, tout à fait. De toute façon, ces projets immortalistes dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, ils sont décalés de la réalité. Déjà, ça va toucher 0,001% des gens qui auront peut-être accès à ce genre de technologie. Donc déjà, c'est quelque chose dont on parle, dont on discute, dont on rigole. Et puis, moi, j'écris des articles là-dessus. Mais en même temps, ça intéresse assez peu de monde. Et en fait, si on retourne aux problèmes, ou aux intérêts, ou aux angoisses, ou aux préoccupations des gens en général, et plus particulièrement des jeunes. Moi, je travaille avec des jeunes, je suis enseignant dans un collège, au collège Rousseau à Genève. Et j'en croise beaucoup, et en effet, il y a une préoccupation climatique. Maintenant, par rapport au Covid, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, je vais parler surtout de mon ressenti. Les élèves, ce qui les a le plus dérangé dans la crise du Covid, c'était de ne pas être avec leurs potes. C'était de ne pas pouvoir sortir voir leurs petites copines, c'était pas de pouvoir faire des trucs qu'on fait à cet âge-là. Donc ils s'inscrivent à la fois dans une dynamique culturelle qui fait qu'à cet âge-là, on s'attend à pouvoir faire des trucs, passer une matu, boire des coups, etc., et se faire des petits copains et des petites copines. Et puis, dans le même temps, donc il y a cette frustration. Donc là, on tombe vraiment sur cet aspect culturel, mais il y a aussi, en fait, on aime bien être avec des potes, on rigole, on a besoin d'échanger, on est en train de se transformer, on devient une femme, on devient un homme, on est amoureux d'un homme, on est amoureux d'une femme, on comprend pas ce qui nous arrive, on n'est pas amoureux, on se sent moche, on se sent beau, tout ça. Et ça, on a besoin de le partager. Et on retombe sur ce truc qui n'est pas matérialisable véritablement, qui est l'échange qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et je pense que ce qui a fait souffrir majoritairement les élèves qui étaient en face de moi, je n'aime pas dire les élèves, je veux dire les gens qui étaient en face de moi, c'était majoritairement cette impossibilité pour eux de pouvoir exprimer ce côté humain, ce côté de partage, ce côté de se sentir faisant partie d'une communauté qui est en train de changer, c'est-à-dire de l'adolescence à l'adulte. Et les problèmes climatiques venaient un peu saupoudrer ça sans plus, c'est-à-dire en fait qu'ils me parlaient quand même de savoir où ils iraient en vacances cet été, puis qu'ils aimeraient quand même faire le vaccin, et puis ils se réjouissaient de pouvoir ressortir et de nouveau de pouvoir faire des choses comme avant, sans beaucoup de soucis climatiques. Alors, voilà, je pense que l'angoisse des jeunes par rapport au Covid et au confinement en général était majoritairement due à cette impossibilité pour eux de soit répondre à ce qui s'était projeté dans leur adolescence en tant qu'enfant, soit véritablement de pouvoir échanger en tant qu'humain parce qu'on se construit à ce moment-là. Ce qui fait que même si on se met à pouvoir vivre très 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 longtemps, il faudra toujours passer par l'adolescence. Je te remercie Vincent d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Bonjour Pierre Sindelar. Bonjour. Voilà, nous allons parler de la condition humaine, de la finitude humaine, de la mort. Est-ce que c'est tragique, pas tragique, etc. Et comme on sait, dans le XXe siècle, on a gagné au moins 30 ans de longévité. Enfin, ça dépend si on tient compte de la mortalité infantile ou pas. On en a perdu un peu là en ce moment avec le Covid. Voilà, c'est ça, il y a quelques aléas. Puis on peut se demander si, notamment, j'ai vu des chiffres en Russie, dus à l'alcoolisme notamment, que la situation n'était pas très très bonne. Mais enfin, on a tous envie de vivre plus longtemps, j'ai l'impression, parce que personne ne s'est plaint qu'on avait gagné 30 ans de vie au XXe siècle. Et comme disaient déjà les anciens, personne ne quitte la mort autrement que s'il venait d'y entrer. Donc la quantité de vie nous tient à cœur, mais la qualité de vie aussi. Et puis
on peut penser qu'il y a des fois peut-être une antinomie entre les deux. Comment est-ce que vous voyez ce rapport? Moi, je pense que la quantité de vie ne vaut qu'avec la qualité de vie. Ça ne vaut pas la peine de vivre une vie misérable, mortifère, négative, comme c'est le cas de nombre de mes patients, puisque je suis psychiatre, effectivement, et qui ont cette immense difficulté à vivre, à assumer leur vie, à assumer ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent au quotidien. Et je pense que ça, c'est un enfer, littéralement. Donc, on n'a pas envie de vivre longtemps ce type de vie-là. Je pense que si on veut allonger la vie de l'être humain, il faudra aussi s'intéresser de manière obligatoire à améliorer la qualité de vie, et notamment la qualité de vie psychique des individus, qui, vous savez, est énormément impactée, puisqu'il y a une augmentation des problèmes psychiques dans la société depuis 30, 40, 50 ans, hein, qui va aussi peut-être avec l'amélioration des conditions de vie et la complexification du monde dans lequel on vit. Mais c'est vrai qu'on a à peu près, maintenant, un tiers de la population suisse est impactée par les problèmes psychologiques. Donc c'est énorme. Et malheureusement, la psychiatrie n'a que des réponses peu satisfaisantes pour l'instant. On est encore loin du compte. D'accord. Et vous pensez qu'avec la Covid dont on espère sortir actuellement, ça a aggravé, parce qu'on en parle, on parle de la santé psychique, notamment des jeunes, ça a aggravé la situation? Alors ce qui était un peu paradoxal, c'est que la première phase de l'épidémie a peu aggravé, c'est la deuxième phase qui a beaucoup plus impacté. Il y a un doublement des problématiques, de toutes les problématiques psychiques. On sait que quand on met l'individu dans un milieu de stress, il fume plus, il boit plus, mais là, les gens dépriment plus, ils sont plus anxieux, et puis quand on les met dans des espaces clos de manière durable, ils se disputent plus, c'est un peu comme tous les animaux d'ailleurs, vous les enfermez dans un endroit clos, donc il y a plus de problèmes de couple, et ceux qui ont été beaucoup impactés, c'est quand même les jeunes qui sont en construction, c'est-à-dire qu'ils ont de la peine, je pense, à se retrouver dans le monde d'aujourd'hui et comment se construire, ils ont beaucoup de questionnements et d'incertitudes. Et je pense que le Covid a majoré clairement tout cela, ouais. Mais ça nous a aussi remis à notre place, par rapport à tout cet aspect d'immortalité. Par exemple, on voit qu'un petit virus est en train de mettre en échec l'humanité. Donc je pense que c'est aussi un rappel intelligent de Mère Nature pour nous dire que les choses ne sont pas si simples. La nature reste parfois donneuse de leçons, en tout cas, si on peut dire. Oui. Mais vous pensez, bon, effectivement, la Covid a impacté la qualité de vie, alors, notamment des adolescents, mais parfois certains se disent, mais bon, c'était quand même moins pire, si j'ose dire, que pendant des périodes de guerre. Oui. Est-ce qu'il y a des études comparatives? Est-ce qu'on peut comparer les différentes situations de stress dans lesquelles l'être humain est capable de se trouver? Alors malheureusement, les études comparatives, on n'en a pas beaucoup. On sait qu'effectivement, la population mondiale a été énormément impactée par la survenue de la guerre et droit derrière l'épidémie de cette fameuse grippe espagnole. C'est clair qu'il y a une mortalité qui était beaucoup, beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement intéressé aux victimes à l'époque. Je pense qu'il n'y avait pas encore suffisamment de place. Et puis je pense que le monde n'était pas dans un état où il pouvait vraiment s'occuper correctement des victimes. On a plus ces moyens financiers notamment, mais aussi techniques de s'occuper de ça aujourd'hui. Mais je pense qu'on a un peu appliqué les mêmes recettes par rapport au virus de la grippe espagnole, avec des espèces de remèdes miracles qui n'ont pas fonctionné. Donc on voit que malgré la technoscience, on nous propose... la médecine a dû admettre qu'elle ne savait pas grand-chose et puis qu'elle avait plein d'interrogations et on est un peu en train de courir derrière, quoi. Donc on n'est pas... C'est sûr qu'on n'est pas sur l'animal en train de le contrôler, le commander. C'est un peu paradoxal dans la mesure où, dans le fond, les scientifiques, en tout cas ceux qui réfléchissent sur la science, savaient très bien que la science est faillible. Oui, somme toute, on le répète, en tout cas, bon, probablement depuis le XVIIe siècle, des gens comme Leibniz s'en étaient rendus compte, mais plus récemment, il y a l'œuvre de Popper, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle de la... On dit falsifiabilité, c'est un anglicisme, mais la réfutabilité des énoncés scientifiques. Mais ça ne passait pas dans le public. Pour le public, il y avait toujours cette idée un peu positiviste du XIXe siècle, que la science résout nos problèmes. Vous pensez que là aussi, il y a une prise de conscience, dans le fond, de l'absence, enfin pas de l'absence de fiabilité, mais de la fragilité, dans le fond, des résultats scientifiques? Alors je dirais la fragilité, moi j'irais même plus loin. Je pense que
il y a un certain nombre de choses qui ont été publiées qui sont clairement fausses, où on a manipulé les données pour effectivement obtenir un résultat voulu. Donc on sait qu'il y a une certaine quantité de falsification par rapport à l'immensité des publications. Aujourd'hui, je pense que pour le médecin qui se veut scientifique, il doit surtout étudier la véracité de ce qui est mis, ce qui est écrit, etc. On sait qu'il y a à peu près, par rapport aux grandes expériences de psychologie humaine, un tiers qui ont jamais été reproduites par la suite, donc qui ont été jamais finalement démontrées. Donc il y a beaucoup de faux. Ouais, l'hydroxychloroquine n'est pas le seul cas. L'hydroxychloroquine n'est pas le seul cas. Oui. Mais est-ce que vous pensez que, dans le fond, cette prise de conscience de la fragilité des résultats scientifiques peut augmenter le stress ou les problèmes psychologiques des gens? Dans le fond, une sorte de perte de choses qu'on estimait certaines. Hein? Oui. Alors, je pense que l'être humain, il n'aime pas perdre le contrôle. Il n'aime pas avoir la connaissance de ce qu'il doit affronter. Je pense qu'il se sent beaucoup plus à l'aise quand il a des informations minimales pour savoir comment il doit réagir. D'ailleurs, c'est au fond toute la question de l'adaptation humaine pour survivre dans un environnement, c'est d'avoir les informations et de stocker les informations qui vous permettent de survivre. Et on fait exactement la même démarche dans la science, c'est apprendre et stocker ces informations pour pouvoir les utiliser par la suite. Mais on voit que le monde est évolutif, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais terminé, et que les informations d'hier, elles vont être obsolètes demain parce que tout évolue. Alors ça évolue pas à la vitesse de la science, mais ça évolue à la vitesse de la biologie qui est bien plus lente. Mais là aussi, il y a une évolution qui nous amène à remettre en question les dogmes d'hier aujourd'hui, ou nos connaissances d'hier aujourd'hui. Moi, je suis par exemple arrivé en médecine, on disait que les neurones ne se reproduisaient pas, ne se divisaient pas. Aujourd'hui, on sait que le cerveau, il est jamais terminé, c'est un organe qui est difficilement reproductible, je pense, même par la technologie, parce qu'il est constamment en train de se modifier, qu'il est unique, chaque individu a un cerveau unique qui se modifie constamment, et puis qui se reproduit, où il y a des neurones qui se divisent. Mais ça, dans le fond, on peut voir ça aussi comme un message d'espoir, parce que si le cerveau est plastique, hein, comme on dit parfois, il est capable de s'adapter à la plupart des situations. Et donc, on peut, d'un autre côté, être surpris de l'augmentation du mal-être, si je peux dire, de l'être humain, malgré la plasticité de son cerveau. Alors, heureusement qu'il est plastique, parce que ça nous permet à nous, autres psychothérapeutes, de faire notre œuvre. Sinon, ce serait foutu. Et puis, c'est vrai que, malheureusement, c'est un organe qui est très versatile. Hein. Il produit énormément de pensées au quotidien et il a la faculté de produire énormément de pensées négatives, de s'occuper de plein de thématiques qui peuvent nous poser problème. Et finalement, l'ennemi intérieur, c'est beaucoup cette association pensée négative, production d'émotions négatives qui pose problème à l'homme. Donc, vous pensez que si on vit de plus en plus longtemps, si on veut maintenir une bonne qualité de vie, il faudrait arriver à diminuer, voire supprimer ces pensées négatives. Est-ce que il y a des personnes qui pensent que grâce à la pharmacologie, on va y arriver? Alors oui, je pense que ça c'est déjà présent dans la littérature, hein, donc le soma, faut pas le citer, parce que Huxley et son frère, qui est l'inventeur du terme transhumanisme, on en parlait. Et c'est vrai que les psychotropes, on s'intéresse beaucoup au développement même des psychédéliques qui sont de retour en force dans la psychiatrie d'aujourd'hui, pour essayer dans tous les cas, de diminuer les réponses émotionnelles, et donc secondairement, puisque c'est en fait un couple quasiment inséparable, la pensée et l'émotion. Hein. L'émotion produit une pensée qui lui est directement liée. La question, c'est est-ce que l'être humain de demain, qui sera immortel, il faudra lui supprimer les émotions pour qu'il vive bien, ou dans tous les cas les atténuer? C'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait déjà avec les antidépresseurs aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous traitez quelqu'un avec des antidépresseurs, vous améliorez, et là on n'est pas très efficace non plus, sa dépression, mais vous lui coupez aussi un peu des émotions positives, le ressenti, la créativité. Et vous avez des patients, par exemple artistes, qui se plaignent, qui ne peuvent pas être sous antidépresseurs, parce que ça leur coupe une partie de leur faculté,
humaines qui sont cette capacité de créer, cette capacité d'imaginer. Dans le fond, Mère Nature, de ce point de vue-là, elle n'est pas très bien faite, on pourrait dire, parce que vous avez dit, bon, grâce à la Covid, Mère Nature nous a donné une leçon, nous réapprendre notre finitude un peu, et je pense que c'est vrai, mais en même temps, elle ne nous a pas très bien équipés émotionnellement pour vivre la vie à laquelle on est confronté actuellement. Et si on devait devenir immortel ou au moins amortel, c'est-à-dire, dans le fond, indéfiniment en vie, est-ce qu'on peut se poser, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vraiment notre équipement émotionnel est à la hauteur? Alors, je ne pense pas du tout qu'il est programmé pour être éternel, et que là, il y aura une grosse question à se poser, hein, parce que effectivement, bon, l'humain est faible et fragile, et l'humanité se définit aussi par sa finitude. Donc, on a toute cette on a toute cette programmation par rapport à cette fin, mais par contre, l'émotion et la production des émotions, c'est ce qui donne le goût à l'existence. C'est probablement là où l'intelligence artificielle forte va devoir intervenir, parce que si elle veut une intelligence qui pense, qui se conçoit comme étant existante, il faudra probablement cette composante qui vraiment donne ce goût à l'existence et qui est une donnée très floue, hein. Je veux dire, c'est facile de faire des diagnostics d'images radiologiques, mais ça va être beaucoup plus difficile de produire une donnée floue comme le bonheur, ou le malheur, ou la souffrance. Vous parlez d'intelligence artificielle, bon, ça nous mène plus loin, même si le transhumanisme en parle aussi, hein. On se demande si est-ce qu'on pourrait donner des émotions à des machines, hein. On peut leur donner des états cognitifs, est-ce qu'on pourrait leur donner des états affectifs? Bon, je pense qu'il y a quand même une énorme recherche qui va dans ce sens. Alors moi, je n'ai pas la réponse à cette question, parce que je pense qu'il faut être ultra spécialiste. Mais à l'humain, rien n'est impossible, hein. Donc voilà, je ne sais pas si on va devenir l'égal de Dieu, parce que l'être humain devienne immortel, bon, peut-être, mais je rappelle quand même que notre univers est mortel, hein, que nos étoiles consomment leur énergie et que notre univers va aussi disparaître à un moment donné. Donc finalement, tout est programmé, semble-t-il, sur le même modèle avec une fin. Donc ça va être intéressant. C'est juste, bon, le rapport avec la religion est un petit peu amusant dans la mesure où un des transhumanistes, Nick Bostrom, a dit que dans le fond, le transhumanisme ne veut rien faire d'autre que de réaliser ce que les religions nous promettent, c'est-à-dire l'immortalité, sauf que c'est ici-bas et non pas plus loin. Mais je pense que vous avez raison, enfin, la question fondamentale, c'est celle enfin, on peut dire celle du bonheur, d'une certaine manière. Aristote disait déjà, tout être humain désire être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Et comment vivre heureux avec la longueur? Parce que c'est un problème qu'on n'a pas abordé, mais certains auteurs soulignent aussi que plus on vit longtemps, moins on va être capable de pouvoir être surpris, étonné et intéressé. Et d'une certaine manière, c'est l'ennui général qui va finir par s'imposer. Oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que avoir déjà tout vécu, tout expérimenté, ça va quand même émousser, hein, et puis ça va être long, l'éternité. Oui, surtout vers la fin, comme disait. Oui, comme disait Woody Allen, exactement. Voilà, moi, déjà dans la conceptualisation mentale de l'éternité, je ne sais pas si l'être humain peut appréhender ça. Il est tellement conditionné avec un début, avec une fin, et moi, je fais partie de l'école cognitivo-comportementale qui est influencée par les stoïciens. Et puis Marc Aurèle disait « vis chaque jour de ta vie comme si c'était le dernier ». Donc vraiment s'investir au maximum dans ce qu'on est en train de vivre. Alors peut-être que notre environnement et la Terre et l'univers vont nous offrir des surprises à venir, hein, et des expériences à venir. Il y en a une myriade certainement, mais est-ce qu'un jour il n'y en aura plus assez ou plus suffisamment? Peut-être. Mais on pourrait dire aussi que vivre continuellement dans le moment présent, c'est une façon d'être éternel, puisque les instants se succèdent indéfiniment. Et comme disait alors Épicure cette fois, la mort n'existe pas, puisque tant qu'on est vivant, on n'est pas encore mort, et une fois qu'on est mort, on n'est plus vivant. Donc d'une certaine manière, l'éternité est déjà quelque chose que nous possédons. Il suffirait juste de s'en convaincre pour peut-être être plus heureux. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment pour l'invitation. Merci.